Minuit, après 2 années d'un silence absolu, aussi lourd que le plomb, mon fils m'a invité à dîner. J'espérais, avec la naïveté d'un père qui n'a jamais cessé d'aimer, une réconciliation, un nouveau départ. Je ne savais pas que je marchais droit dans un piège, une machination sordide tissée par ma propre chair et mon propre sang. Alors que je me tenais devant la porte de mon ancienne demeure, la main levée pour frapper, la gouvernante m'a soudainement saisi le bras. Sa voix n'était qu'un murmure tremblant, chargé d'une urgence vitale, n'entrez pas là-dedans. Sauvez-vous. Tout de suite. J'ai fait confiance à cette femme, une étrangère devenue une alliée de fortune. Je me suis caché et j'ai observé, le cœur battant à rompre dans ma poitrine, depuis une distance de sécurité. Minuit 22, avant de poursuivre ce récit douloureux, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Le bouquet de roses rouges que j'avais acheté au marché de Tours semblait peser une tonne alors que je m'engageais dans l'allée gravillonnée de la propriété que j'avais cédée il y a 5 ans. Ma maison. Celle que j'avais fait construire, pierre par pierre, au cœur de la vallée de la Loire. Enfin, dont j'avais supervisé la construction, pour être précis. Minuit 40, le soleil pâle de mars se reflétait sur les grandes fenêtres à la française comme s'il me faisait un clin d'œil, se moquant cruellement de mon espoir que ce soir serait différent. 2 ans. C'était le temps écoulé depuis la dernière fois que j'avais entendu la voix de mon fils, Lucas. 730 jours de silence, brisés seulement par un SMS reçu il y a 3 jours. Papa, on peut parler? Bœuf bourguignon et vin rouge à la maison vendredi, 19h. S'il te plaît, viens. J'ai 67 ans. 1h03, j'ai passé 35 ans de ma vie en tant que magistrat au palais de justice, président des procès de meurtriers, de voleurs et de menteurs pathologiques. J'ai vu chaque tactique de manipulation existante, chaque ruse, chaque faux semblant. Mais quand votre propre fils vous tend la main après 2 ans de néant, vous n'appliquez pas la logique froide du droit. Vous appliquez l'espoir, comme un idiot sentimental. J'ai rajusté ma cravate, la bleue que Lucas m'avait offerte pour mon 65e anniversaire à l'époque où nous nous parlions encore, et j'ai marché vers la porte d'entrée en chêne massif. 1h28, la maison se dressait là, dans toute sa gloire bourgeoise de la vallée de la Loire, avec ses pierres de tuffeau et son aménagement paysager immaculé, valant probablement près de 2 millions d'euros aujourd'hui. J'en avais fait la donation à Lucas et à sa femme Manon comme cadeau de mariage. Il y a 5 ans, je pensais faire preuve de générosité, d'amour paternel. Aujourd'hui, je vivais dans un petit studio étriqué à Tours, mais cela m'importait peu. 1h47, les parents se sacrifient pour leurs enfants, n'est-ce pas? C'est la loi de la nature. Mon doigt était à quelques centimètres de la sonnette en laiton lorsque la porte s'est ouverte brutalement. Sandrine se tenait là, ses yeux bruns écarquillés par quelque chose qui ressemblait à de la terreur pure. Elle avait été notre gouvernante pendant 20 ans, était restée après le décès de ma femme, continuant à travailler pour Lucas et Manon. Cette femme connaissait cette famille mieux que quiconque. Monsieur Jean-Pierre, chuchota-t-elle, sa voix tremblant de manière incontrôlable, ses doigts en serrant mon poignet comme un étau. N'entrez pas là-dedans. Courez. Ils ont préparé quelque chose de terrible. 2h08, je l'ai fixé, interdit. Mon cerveau de juriste tentait de traiter ces paroles, mais elles semblaient provenir d'une autre dimension, très lointaine. Sandrine, quoi? S'il vous plaît. Sa prise se resserra, ses ongles s'enfonçant presque dans ma peau. Faites-moi confiance. Vous devez partir maintenant. Tout de suite. 2h31, j'avais contre-interrogé des milliers de témoins au cours de ma carrière. On apprend à lire les gens, à distinguer les menteurs de ceux qui disent la vérité. Sandrine ne mentait pas. La panique dans ses yeux était authentique, brute, terrifiée. Où? Demandai-je doucement, mon instinct de survie prenant enfin le dessus. Les haies des voisins. Cachez-vous. Regardez. Vous comprendrez. S'il vous plaît, monsieur Jean-Pierre, je vous en supplie. Quelque chose dans le timbre de sa voix prit la décision pour moi. 2h53, j'ai reculé, les roses toujours serrées dans ma main comme un imbécile romantique, et je me suis déplacé rapidement à travers la pelouse vers les hautes haies de laurier du voisin. Je me sentais ridicule, un ancien juge de la République se cachant dans les arbustes comme un adolescent évitant le couvre-feu. Mais je me suis accroupi là, mes genoux protestant contre l'humidité du sol, et j'ai observé mon ancienne maison. 5 minutes.
C'est tout ce qu'il a fallu pour que mon monde bascule dans l'horreur. 3h14, 2 véhicules de gendarmerie se sont arrêtés devant le portail, gyrophare bleu tournoyant en silence, sans sirène. 4 gendarmes en sont sortis, mains sur leur ceinturon, expression grave et fermée. Ils ont approché la porte d'entrée avec la prudence de ceux qui s'attendent à des troubles. La porte s'est ouverte. Manon se tenait là, et même à 50 mètres de distance, je pouvais voir qu'elle pleurait ou faisait semblant de pleurer. Mon instinct de juge s'est enclenché automatiquement, analysant la scène. 3h39, son chemisier était déchiré à l'épaule. Le mascara coulait sur son visage, traçant des sillons noirs sur ses joues pâles. Elle ressemblait à une victime parfaite. Mon estomac a chuté comme une pierre dans un puits sans fond. L'un des gendarmes lui a parlé. Elle a fait un geste vers l'intérieur, a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre, puis a pointé du doigt. Elle a pointé dans la direction où j'aurais dû me trouver, la direction où je me serais trouvé si Sandrine ne m'avait pas arrêté in extremis. 3h58, les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté nauséabonde. Il ne m'attendait pas pour un bœuf bourguignon. Il m'attendait pour toute autre chose. Un piège, un coup monté. Mon propre fils m'avait invité ici pour me détruire. J'ai regardé les gendarmes fouiller la maison, j'ai regardé Manon continuer de toucher son chemisier déchiré, continuer de secouer la tête, continuer de jouer la victime éplorée. 4h21, j'ai regardé Lucas apparaître dans l'encadrement de la porte, son visage affichant un masque parfait d'inquiétude et de confusion. Mon fils, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, à nouer une cravate, à défendre ce qui est juste. Ce garçon qui essayait actuellement de me faire accuser d'un crime odieux. Mes mains tremblaient violemment. Les roses étaient tombées quelque part dans les buissons. Je ne sentais plus mes jambes. 4h41, je ne ressentais plus rien, à part une rage froide qui s'installait dans mes os comme de la glace. Après 30 minutes, la gendarmerie est repartie. Je suis resté caché encore 20 minutes, observant les lumières s'allumer et s'éteindre dans mon ancienne demeure. Finalement, quand mes genoux ont absolument refusé de me soutenir plus longtemps, j'ai rampé jusqu'à ma voiture et j'ai conduit. 5h04, je ne me souviens pas du trajet de retour vers mon studio à Tours. Je ne me souviens pas m'être garé, ni avoir pris l'ascenseur, ni avoir déverrouillé ma porte. Je me souviens m'être assis dans l'obscurité de mon petit salon, une pièce qui pourrait tenir dans le hall d'entrée de la maison que j'avais donnée, et avoir fixé le vide. Mon fils avait essayé de me piéger. Les mots se répétaient dans mon esprit comme un disque rayé. 5h28, mon fils, ma propre chair et mon propre sang, l'enfant que j'avais élevé seul après la mort de sa mère. Que avait-il prévu? Que se serait-il passé si j'avais franchi cette porte? Le chemisier déchiré, les larmes, la police déjà en route. Ce n'était pas difficile à reconstituer. Ils allaient m'accuser de quelque chose. Agression, peut-être. Harcèlement. Quelque chose qui me ferait arrêter, humilier, détruire. 5h52, mais pourquoi? Je suis resté assis là dans le noir et j'ai senti quelque chose en moi durcir. 35 ans en tant que juge vous enseigne la patience. Cela vous enseigne que la justice n'est pas toujours rapide, mais qu'elle est toujours possible. Ils voulaient me détruire. Ils allaient devoir faire mieux qu'un chemisier déchiré et de fausses larmes. J'étais Jean-Pierre. J'avais passé 3 décennies et demie à regarder des criminels essayer de déjouer le système. 6h14, je connaissais chaque faille, chaque précédent, chaque manière dont la loi pouvait protéger l'innocent ou punir le coupable. Et mon fils et sa femme venaient de commettre une très, très grande erreur. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans l'unique fauteuil de mon studio, regardant les lumières de la ville clignoter à travers ma fenêtre, pensant à tous les moments que j'avais manqués, tous les signes avant-coureurs que j'avais ignorés parce que je voulais croire en mon fils. 6h40, il y a 5 ans, le jour du mariage de Lucas avait été le jour le plus heureux de ma vie depuis la mort de ma femme. Je l'avais accompagné jusqu'à l'hôtel, sa mère n'étant plus là. J'avais rempli les 2 rôles, et je n'avais vu que de la joie dans ses yeux. Manon avait semblé parfaite, belle, éduquée, charmante, une analyste financière avec un esprit vif et une garde-robe encore plus tranchante. 6h59, je me souvenais du dîner de répétition. Papa, avait dit Lucas en me prenant à part. Je veux que tu saches que Manon et moi avons discuté. Nous voulons que tu sentes que cette maison est toujours la tienne. Tu l'as construite avec maman.
Nous n'oublierons jamais cela. J'avais été ému. Embarrassant, vraiment, pour un homme qui tirait fierté de son calme olympien. Fils, cette maison est la tienne maintenant. Construis ta vie ici. Construis ta famille ici. C'est tout ce que je veux. Manon m'avait serré dans ses bras ce soir-là. Tu es le père que je n'ai jamais eu, Jean-Pierre, avait-elle chuchoté. Je promets de prendre soin de Lucas. Nous prendrons soin l'un de l'autre. De belles paroles, du poison enveloppé dans de la soie. 7h40, le premier signe est venu 6 mois après le mariage. Thanksgiving n'est pas une tradition française, mais nous avions nos rituels, notamment les grandes fêtes de famille. Cette année-là, Lucas m'appela pour dire qu'il passerait Noël avec la famille de Manon. Tu comprends, n'est-ce pas, papa? Nous devons partager le temps équitablement. Équitablement. J'avais hoché la tête au téléphone, dit, bien sûr, je comprends. J'ai passé la journée seul avec un poulet rôti de supermarché et un film terrible à la télévision. 8h02, Pâques arriva. Oh, papa, je suis tellement désolé. Manon pensait que je t'avais dit que nous faisions le lundi de Pâques chez ses parents cette année. Nous avons du mal nous comprendre. Mal nous comprendre. Bien sûr. Puis vinrent les demandes d'argent. Petite au début. Papa, on rénove la cuisine. Pourrais-tu nous aider? Juste 5000 €. J'avais aidé. 8h22, évidemment que j'avais aidé. La Citroën 2CV de collection qu'il s'était offerte un caprice de bobo, soi-disant pour l'investissement en tombait en panne. Besoin d'une nouvelle pièce rare. La compte nous tue. La taxe foncière est plus élevée que prévu. Il y a cette opportunité d'investissement. C'est là que ça a commencé à changer. L'opportunité d'investissement. Lucas était venu à mon studio, mon petit appartement triste qui lui faisait froncer le nez quand il entrait, et s'était assis en face de moi avec des papiers, des projections et des promesses. 8h43, c'est une affaire sûre, papa. Le cabinet de Manon est dessus. On parle de rendement qui pourrait doubler notre argent en 2 ans. Mais nous avons besoin de capital. J'ai besoin que tu investisses ton fonds de pension. J'avais regardé les papiers, regardé mon fils, vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Du désespoir mêlé à quelque chose de plus dur. De l'avidité peut-être, ou de la peur. 9h04, fils, c'est ma retraite. Tout ce que j'ai. Exactement. Tu ne veux pas qu'elle fructifie? Tu ne me fais pas confiance? C'est alors que Manon était apparue dans l'encadrement de ma porte. Je n'avais pas réalisé qu'elle était venue avec lui, qu'elle attendait dans la voiture. Jean-Pierre, avait-elle dit, sa voix douce comme le miel et tranchante comme un rasoir. Je comprends que tu sois prudent. Mais Lucas est ton fils. Il demande ton aide. Tu ne crois pas en lui? 9h26, j'avais senti le piège se refermer même à ce moment-là, mais j'avais essayé de l'esquiver avec grâce. Ce n'est pas une question de croyance. C'est une question de prudence financière. J'ai travaillé trop dur pour. Tu as travaillé trop dur. La voix de Manon était devenue glaciale. Lucas travaille dur aussi. Mais je suppose que cela ne compte pas pour toi. Je suppose que le succès de ton fils ne compte pas autant que tes précieuses économies. 9h49, l'argumentation avait escaladé. Lucas m'avait traité d'égoïste. Manon m'avait traité de manipulateur, disant que j'essayais de garder Lucas dépendant, d'empêcher son envol. Je m'étais mal défendu, je l'admettrai, et ils étaient partis en claquant la porte. 10h10, j'avais appelé Lucas le lendemain pour m'excuser. Laissé 3 messages vocaux, envoyé des SMS, rien. 2 semaines plus tard, j'avais conduit jusqu'à la maison. Manon avait ouvert la porte. Lucas ne veut pas te voir pour le moment, Jean-Pierre. Tu l'as profondément blessé. Il a besoin d'espace. De l'espace. 2 ans d'espace. Assis dans mon studio sombre après avoir échappé de justesse au piège de la maison, j'ai finalement compris. 10h33, il n'avait jamais été question de l'investissement. C'était un test. Quand j'avais échoué à leur test, quand j'avais refusé de leur remettre les économies de toute une vie, j'étais devenu un problème, un obstacle. Et maintenant, ils voulaient éliminer cet obstacle de façon permanente.
J'ai pensé à Lucas enfant, à 8 ans, apprenant à faire du vélo sans les petits trous. 10h53, il était tombé, s'était écorché le genou jusqu'au sang, et j'avais nettoyé la plaie pendant qu'il pleurait. Papa, je ne peux pas le faire, sanglotait-il. Oui, tu peux, lui avais-je dit. Tu te relèves. Tu essaies encore. C'est ce que nous faisons. Il s'était relevé. Il avait appris à rouler. Ce garçon avait disparu. À sa place se trouvait un homme que je ne reconnaissais pas. Un homme contrôlé par une femme qui voyait les gens comme des actifs à exploiter ou des passifs à éliminer. 11h13, la colère que j'avais ressentie devant la maison revint, mais plus froide maintenant, calculée. J'avais passé 35 ans dans des salles d'audience à regarder des gens mauvais faire de mauvaises choses et faire face aux conséquences. Je savais comment cela fonctionnait. Je connaissais le système sur le bout des doigts. 11h33, il pensait que j'étais juste un vieil homme solitaire, facilement manipulable ou destructible. Il se trompait lourdement. Je me suis levé, j'ai allumé la lumière et j'ai trouvé mon téléphone. J'avais des appels à passer, des plans à élaborer, des preuves à rassembler. Sandrine m'avait sauvé ce soir, mais j'avais besoin de savoir ce qu'ils avaient prévu, ce qu'ils espéraient accomplir, et ensuite j'avais besoin de m'assurer qu'ils feraient face à toutes les conséquences permises par la loi. 11h58, parce que j'étais Jean-Pierre, ancien magistrat, et j'étais sur le point d'enseigner à mon fils une leçon qu'il aurait dû apprendre quand il avait 8 ans. Les actions ont des conséquences, et on ne détruit pas les gens sans en répondre. Le jeu était lancé, et cette fois, j'avais l'intention de gagner. J'ai fixé le numéro de Sandrine sur mon téléphone pendant 10 minutes avant d'appeler. 12h18, le soleil matinal filtrait à travers les stores de mon studio, projetant des ombres de barreaux de prison sur ma table basse. Approprié, vraiment. J'avais failli entrer dans une cage fabriquée par mon propre fils. Elle a répondu à la première sonnerie. Monsieur Jean-Pierre ? Sandrine. Ma voix est sortie plus rauque que prévu. J'ai besoin de savoir ce que vous avez entendu. Tout. Il y eut une pause. 12h40, j'entendais sa respiration. J'entendis le clic d'une porte qui se ferme. Elle cherchait de l'intimité. Femme intelligente. Ils étaient dans le bureau, commença-t-elle doucement. La veille du jour où ils vous ont envoyé ce SMS. Je nettoyais le couloir de l'étage et leur voix portait. Madame Manon était excitée. Elle disait.